Bonjour, je vais donc du coup cette fois-ci me présenter, désolée, j'ai oublié tout à l'heure. Donc je m'appelle Anne-Juliette Lavoire, je suis maître de conférence à l'université de Nice où j'y enseigne entre autres l'écologie et je suis ici représentante plus ou moins de la SFE, donc en tant que vice-présidente. Voilà. Donc pour ce deuxième dialogue qui s'intitule Savoir mais ne rien changer, comprendre les difficultés de la protection de la biodiversité en France, nous recevons donc Hélène Soubelé et Fanny Guillet. Donc Fanny Guillet, qui est post-doctorante au CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, et dont la question posée est un peu le sujet de recherche. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc qui a publié notamment en 2016 une étude avec Audrey Corot qui s'intitule « Développer les connaissances pour améliorer les décisions ». Une analyse stratégique du rôle des scientifiques de la biodiversité pour l'action en faveur de l'environnement. Et donc nous recevons également Hélène Soubelé, qui est donc pas encore, mais très bientôt officiellement, ça y est, donc directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, que nous remercions d'ailleurs d'inaugurer ses nouvelles fonctions avec son intervention dans cette journée. Et qui était aussi, donc avant cette fonction, chef de mission biodiversité et gestion durable des milieux au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, donc qui est de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, et qui va pouvoir justement faire ce lien et développer donc les verrous qui existent entre écologie scientifique et politique publique. Donc je vous laisse la parole, vous commencez, Fanny Guillet. Oui. Merci. Savoir mais ne rien changer, c'est une formule assez originale par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, et en général ça va être plutôt mieux comprendre pour mieux gérer ou augmenter les connaissances pour améliorer les décisions. Alors ces formules qu'on va entendre de façon récurrente, elles témoignent d'une vision rationnelle des rapports entre science et politique, donc qui est une vision à la fois normative, dans l'idée qu'une bonne science permet de prendre les bonnes décisions. C'est une vision aussi linéaire, dans le sens qui suivrait la logique recherche scientifique, conseil, décision puis action. Et c'est une vision dialogique, dans l'idée qu'il existerait deux pôles distincts, donc la science et la politique, et qui seraient en interaction. Alors évidemment, les relations entre science et politique sont bien plus complexes, et il y a tout un champ extrêmement prolifique de littérature qui s'intéresse à cette interface. Donc ça va être notamment la sociologie des sciences ou les STS, les Science and Technology Studies. Et ce champ de littérature montre en particulier que plus d'informations ne conduit pas spontanément à de meilleures décisions. Alors il y a tout un tas de raisons qui sont évoquées et démontrées par cette littérature. Donc il y en a certaines qui sont liées à plutôt des enjeux d'organisation, des enjeux institutionnels, donc liés aux formes de légitimité de chaque corps de métier. Donc ça va être le manque de communication ou le manque d'adéquation entre les informations et les besoins des utilisateurs. Et puis plus sérieusement, il y a des raisons qui sont liées aussi aux résistances des processus de décision bureaucratique au changement et à la confrontation de ces connaissances à d'autres intérêts et valeurs. Alors, je ne vais pas passer mes 7 minutes à faire une revue de littérature, parce que en tant que sociologue, le réflexe, ça va être d'aller chercher dans les études de cas. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de vous raconter une histoire qui illustre bien cette formule de savoir mais ne rien changer. Donc, cette histoire, c'est celle de la démoustication de la Camargue. Voilà. Donc, je vais essayer de la raconter succinctement et d'en tirer quelques conclusions, notamment pour les scientifiques de la conservation. Alors en fait, la démoustication de la côte méditerranéenne a commencé dans les années 60, au moment du développement d'une politique d'aménagement touristique du littoral. Et la Camargue était restée en fait la seule exception, notamment pour des raisons écologiques. Et dans les années 90, il y a eu une pression du secteur touristique qui a été de plus en plus forte pour étendre la démoustication à la Camargue. Alors à ce moment-là, le parc naturel régional de Camargue a accepté de produire une étude qui poserait les conditions d'une éventuelle démoustication. Et donc, cette étude a débouché sur des recommandations, notamment en termes de dosage et de produits. Donc l'idée était de passer par la lutte biologique en utilisant le Bacillium thuringiensis, qu'on appellera BTI. Et qui était à l'époque réputé sans impact. Et ça, c'était une solution, une voie plutôt innovante, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, l'essentiel de la démoustication était fait à partir d'insecticides chimiques. Et une deuxième condition a été posée suite à la pression des naturalistes locaux,
ça a été de mettre en place un suivi scientifique pour détecter d'éventuels impacts sur la biodiversité. Et selon les résultats de cette étude, l'idée était de fortement limiter, voire arrêter la démoustication de la Camargue. Alors c'est ce qui a été inscrit dans la charte du parc en 1998, mais la démoustication n'a pas été mise en place immédiatement. En fait, il y a eu un statu quo qui a duré jusqu'en 2005. Et en fait, l'événement déclencheur, ça a été une éclosion de moustiques exceptionnelle liée à des conditions climatiques en septembre 2005. Donc là, ça a créé l'émoi chez les habitants, les rencontres sportives ont été annulées, etc. Donc là, les décideurs locaux ont réagi dans l'urgence, ont débloqué des fonds pour mettre en place le plus urgemment possible cette démoustication. Donc là, le parc a quand même freiné en disant que voilà, il y avait des conditions posées, donc les choses se sont mises en place correctement, en tout cas au vu des conditions posées initialement. Donc cette démoustication expérimentale a débuté en 2006, bien en utilisant le BTI et en mettant en place aussi ce suivi scientifique qui était prévu. Alors au bout de 5 ans de ce premier cycle de démoustication, les impacts ont été démontrés sur l'ensemble des compartiments biologiques étudiés. Donc il y avait les passereaux, notamment les hirondelles, les libellules, les chironomes, aussi également le dérangement tout un cortège d'oiseaux. Et donc ces résultats auraient dû conduire, comme il était initialement convenu, à l'arrêt de la démoustication. Mais en fait, le conseil syndical du parc, donc composé des élus locaux, a choisi de poursuivre la démoustication dite expérimentale, parce qu'évidemment, les habitants avaient pris goût à la réduction de la nuisance et aucun élu n'était prêt à prendre ce risque électoral. Alors, pour les scientifiques qui ont participé aux études, évidemment, c'est une décision qui a été extrêmement douloureuse parce qu'ils avaient apporté les preuves de ces impacts et c'était un vrai challenge scientifique. Parce que c'est très difficile de démontrer des impacts en conditions réelles. Ces résultats avaient été validés par la communauté scientifique à travers les publications, etc. Donc c'est vraiment un revers vécu de manière très violente pour les scientifiques. Alors pour interpréter ça, c'est là que c'est intéressant de revenir à la sociologie des sciences, et notamment à la proposition de Michel Callon et Bruno Latour, qui renverse un peu la perspective en montrant que, en fait, les preuves scientifiques vont prendre le statut de fait seulement lorsqu'ils sont acceptés collectivement et socialement. Donc c'est l'idée, je pense que vous avez déjà entendu ça, qu'il n'y a pas de séparation entre les faits et les valeurs. Alors si je prends un autre exemple pour essayer de rendre la chose plus concrète, dans le domaine du climat, le changement climatique est un fait scientifique avéré pour les climatologues depuis très longtemps. Mais c'est devenu un fait social et politique à l'issue d'un processus très lourd et très long de négociations internationales. Donc, finalement, pour les écologues, ça change légèrement la perspective. C'est-à-dire que l'enjeu n'est plus seulement de produire des connaissances robustes et fiables, mais ça va être, la question va être de comment participer aux négociations sociales et politiques pour que leurs apports, leurs connaissances, prennent le statut de fait qui deviennent incontournables dans le débat et pèsent dans les décisions. Alors, du coup, donc si je reviens à mon étude du moustique, là, dans cette première partie de l'histoire, les impacts de la démoustication sur la biodiversité ont été rejetés en tant que fait. Alors, suite à ça, comment ont réagi les scientifiques locaux ? Ils ont après des mûres réflexions, ils ont choisi de rester dans le système et de ne pas claquer la porte du débat. Donc en poursuivant les études et même en élargissant leurs problématiques. Et cette démarche a pour résultat d'intéresser plus largement, de commencer à vraiment intéresser la communauté scientifique à l'échelle nationale et européenne. Et puis, ça provoque aussi la réouverture d'un débat chez certaines institutions, comme par exemple le Conservatoire du Littoral, qui commence à s'interroger sur la pertinence et l'opportunité de démoustiquer ces espaces naturels.
Et puis deuxième réaction de ces scientifiques, ça a été de chercher des solutions alternatives. Et l'une d'entre elles est de travailler sur des pièges à CO2 qui peuvent être disposés autour des habitations, donc qui ont pour effet de réduire très localement la nuisance, mais sans avoir à passer par la dispersion de BTI dans les zones humides. Et donc, cet avancement d'une innovation technique a suscité un certain intérêt localement, parce que c'est perçu comme relativement efficace et probablement moins coûteux. Et donc ça a permis la construction d'un réseau d'acteurs en fait, qui s'est constitué autour de cette solution. Donc il y a une entreprise qui s'est montée pour fabriquer les pièges. Il y a le parc naturel régional et la région qui s'intéressent beaucoup à la démarche et qui financent des tests. Donc on voit que cette solution a aussi permis de reconfigurer le réseau et modifier la problématique. Donc est-ce que ces pièges vont être généralisés et vraiment apporter un changement dans la façon dont on démoustique les zones humides aujourd'hui? La question reste ouverte, mais en tout cas ce qu'on peut voir en termes d'interprétation, c'est que si cette solution est adoptée, ça voudra dire qu'enfin l'impact du BTI sur la biodiversité est devenu un fait. Alors si j'ai le temps de... Bon, alors j'essaie de faire vraiment très vite et peut-être on aura le temps d'y revenir dans les questions, mais ce que je voulais, les points que je voulais aborder en termes de conséquences et de conclusions, c'est qu'on voit dans cet exemple que malgré les connaissances disponibles, la décision a été défavorable à la biodiversité, et ce, clairement par choix politique et social. Donc ça engendre des discussions par rapport à toutes les approches normatives en faveur de plus de participation, plus de concertation, plus d'implication des populations locales. Là, on voit bien que les populations locales ont été très impliquées dans la question, mais ça a débouché sur une décision défavorable à la biodiversité. Donc il faut être conscient de ça. Est-ce que ce qu'on cherche, c'est le procédural, le démocratique, ou c'est le substantiel, c'est le résultat final? Voilà. Deuxième élément de conclusion, c'était de dire que le rejet des connaissances ne doivent pas être vécus comme un échec définitif par les scientifiques. On voit qu'on est sur des processus très longs. Il peut y avoir des reconfigurations du réseau, l'ouverture de fenêtres politiques qui font que, en fait, il faut tenir malgré des déconvenues potentielles. Et puis finalement, l'idée, c'était de dire, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que les scientifiques sont pris dans des processus parallèles de production de connaissances, de configuration d'acteurs et de processus de décision, et que s'il veut agir, il veut que ces connaissances soit des points de passage obligés dans les débats et dans les décisions, il doit forcément être réflexif sur l'ensemble de ces dimensions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Souvolet pour votre présentation. Alors bonjour à tous. Donc moi j'ai choisi de traiter la question de ces difficultés par trois mots en fait qui sont peut-être des causes. Peut-être pas les seuls, mais peut-être des causes. Les trois mots sont l'amnésie, l'utopie et le déni. Alors l'amnésie, c'est l'amnésie environnementale, donc un concept qui, somme toute, est assez récent, qui est cher à Jean-François Sylvain, le président de la FRB, donc je le reprends avec d'autant plus de facilité. Qui dit en fait qu'effectivement la dégradation de l'environnement, du fait de cette amnésie, est mécanique, parce qu'on va en fait accepter passivement que l'environnement tel qu'on l'a connu dans notre enfance, c'est l'état zéro, et donc que c'est à partir de cet état-là qu'on constate la dégradation. Or, l'environnement, il est dégradé depuis plus longtemps. Et donc, c'est pour ça, je pense, qu'il y a une déconnexion entre ce que va faire le politique et ce que veut dire le scientifique. C'est parce qu'ils n'ont pas le même état zéro. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est finalement, quel est l'état zéro? Quel est l'état vers lequel je veux revenir en tant que scientifique, en tant que politique, en tant que société? Et ça, c'est déjà, je dirais, en soi assez compliqué. Si déjà on arrivait à se définir vers quel état je veux aller, par exemple sur une prairie, il y avait de la forêt auparavant, mais néanmoins la prairie est un écosystème intéressant, est-ce que je reviens à la forêt? Ou est-ce que je préserve la prairie? Des menaces, par exemple, d'artificialisation des sols ou d'agriculture intensive. Voilà, tout ça, déjà, ça découle d'un phénomène qui complexifie le débat.
Et donc pour ça, on peut se dire, pour connaître ce qui est légitime, il est très important d'agir et de connaître, d'avoir des connaissances qui soient interdisciplinaires, pluridisciplinaires, et de ne pas oublier qu'il y a aussi l'histoire de l'écologie qui existe, de faire intervenir ces scientifiques-là et pas uniquement les écologistes scientifiques. Le second mot, c'est l'utopie. Alors l'utopie, on en a déjà parlé pendant cette matinée, donc l'utopie que j'appellerais techniciste, qui consiste à dire qu'effectivement, quelles que soient nos errances, quels que soient nos besoins aussi, nous aurons la solution, puisque l'humanité est éminemment intelligente, c'est l'espèce la plus intelligente qui existe sur Terre, et donc nous aurons la solution. Et c'est ce qu'on a vu dans un exemple qu'on a beaucoup repris ce matin, mais que moi, qui m'est particulièrement cher, puisque ça fait partie de mes études de base, puisque je suis vétérinaire, c'est l'agriculture, où on a vu qu'effectivement, dans cet exemple-là, il y a une course en avant pour produire plus. Et en fait, ça a été le seul objectif. C'est-à-dire que des services que peuvent rendre l'agriculture, on s'est finalement focalisé sur la productivité. Et pour atteindre cette productivité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a extrêmement simplifié les systèmes biologiques. Donc ça a été dit précédemment, je ne vais pas m'appesantir, donc les systèmes sont complexes et si on les simplifie, forcément on ne résout qu'un seul des problèmes qui apparaissent et donc on finit par devoir résoudre des problèmes successivement. Donc on a introduit tout d'abord les engrais, ensuite on a introduit les fongicides, les insecticides, les herbicides, on a labouré profondément, on a essayé en fait de lutter contre la nature en permanence avec des technologies toujours plus importantes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous promet quand on regarde l'agriculture ? On nous dit, vous inquiétez pas, l'agriculture de précision va nous régler tous nos problèmes. On va finalement détecter la plante malade et on va lui mettre juste la dose d'herbicide ou de pesticide ou d'insecticide qui va bien. Ça va détruire les adventices et les insectes et les champignons, mais pas la plante et surtout pas l'écosystème puisque ça ne détruira que le pathogène ou ce qu'on appelle encore malheureusement la mauvaise herbe. Et donc ça, je pense que c'est effectivement aussi un leurre qui pose problème puisque on est aussi sur deux niveaux de dialogue qui sont très différents là encore. C'est-à-dire que certains vont partir dans cette utopie techniciste et puis d'autres vont essayer de lutter contre. Donc la question c'est est-ce qu'il faut vraiment lutter contre ? Est-ce qu'on ne se trompe pas de cible ? Effectivement, la réflexion est intéressante de savoir à qui on s'adresse quand on veut convaincre. Qui est-ce qu'on veut convaincre ? Est-ce qu'on veut convaincre finalement celui qui est parti bille en tête vers cette technologie toujours plus importante ou est-ce qu'on veut convaincre un autre segment de la population ? On a les mêmes exemples, on pourrait les citer en santé-nutrition par exemple. On a voulu accomplir un seul objectif qui était de dire on va nourrir les gens moins cher. Donc on a voulu produire de l'alimentation peu chère, mais finalement on se rend compte que cette alimentation n'est pas assez chère en fait. Pour rémunérer correctement nos agriculteurs, on aurait besoin de payer plus le kilo de tomates, le kilo de la baguette de fraises, même le poireau, la pomme de terre. Et donc cette exigence qu'on attribue à la société de vouloir se nourrir moins cher, finalement on peut se poser la question, est-ce que c'est la seule exigence ? Est-ce que la société n'a pas envie aussi de se nourrir mieux ? Et donc, par exemple, de ne pas importer de produits de pays tiers avec des normes sanitaires et environnementales qui sont quand même relativement questionnables. Voilà, donc il y a beaucoup de déséquilibre et de décalage comme ça entre les objectifs qui sont poursuivis par les uns et les autres. Et la troisième, c'est le déni politique, notamment, puisque là on nous demande de nous intéresser à l'aspect politique, à la sphère politique. Alors je dirais que le déni politique, il est essentiellement là, on le sait, puisque les informations sont disponibles. Les scientifiques s'expriment, les scientifiques publient. Les connaissances sont là, en fait. Il suffit d'aller vers elles, ou même les connaissances viennent vers nous. Il y a de plus en plus de communication maintenant dans les médias nationaux qui nous amènent à la connaissance. Et donc l'exemple qu'a pris Fanny Guillet est vraiment typique. C'est-à-dire qu'on a la connaissance, mais on prend une décision qui est contraire finalement à la connaissance. Alors pourquoi ? C'est évidemment parce qu'effectivement, il y a différents drivers qui interviennent lorsqu'on prend une décision politique. Il n'y a pas que l'effet scientifique et puis l'écologie. Il y a aussi la réalité économique, la réalité sociale, etc. Donc effectivement, la décision politique n'est pas basée uniquement sur l'effet scientifique. Et c'est d'ailleurs, on peut le regretter, et c'est d'ailleurs par construction, le Grenelle a été construit comme ça. C'est-à-dire que le Grenelle, on a dit on va mettre les parties prenantes pour négocier les textes et pour faire ce qu'on appelle la concertation.
Mais en fait, on a oublié que dans les parties prenantes, il y avait les scientifiques. Donc les Grenelles ont été exclus des parties prenantes, les scientifiques ont été exclus des parties prenantes au départ du Grenelle. Qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on les sollicitait avant. C'est-à-dire que pour élaborer le texte de base, on sollicitait les scientifiques, les meilleures connaissances disponibles. Le texte était rédigé et puis ensuite, ça partait dans le processus de concertation qui, comme l'a dit Fanny, peut être très long et fait intervenir des acteurs qui, eux, ont des enjeux et des objectifs qui ne sont pas du tout ceux de préserver l'environnement, ou qui peuvent l'être, mais marginalement. Et donc, qu'est-ce qui ressort finalement du texte final? Et ça, moi, je l'ai eu moi-même à l'expérimenter quand j'étais au ministère de l'écologie. C'est vrai qu'on se bat vraiment pour essayer de réintroduire la science. Mais en fait, c'est plus les scientifiques qui réintroduisent la science. C'est par leur bonne volonté, on va dire, les agents de l'administration, donc les bureaucrates, je crois que le terme a été employé, mais c'est vraiment ça, hein, je veux bien l'admettre. Et donc, on arrive à des décisions, finalement, au final, qui s'éloignent du fait scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que la vraie question, c'est ça. Comment améliorer l'influence de l'écologie politique? Comment améliorer l'influence de la science? Et puis, comment, finalement, faire évoluer les choses? Alors, en fait, je pense qu'on est face à quelque chose qui est complexe. On est face à un antagonisme entre les valeurs d'une certaine partie de la population et la réalité qui est poussée par une autre partie de la population. Et donc ça, c'est assez compliqué de transcender en fait ces clivages. On a essayé des choses, on a essayé de communiquer, on a essayé de former, on s'est dit on va modifier la formation. Ça s'est bien vu d'ailleurs par la réintroduction, par exemple, de l'écologie du sol dans la formation des ingénieurs agronomes. On essaye de faire ça. On l'a vu aussi par l'intégration du développement durable dans la formation des plus jeunes français, donc au primaire, dans les premiers cycles. Mais en fait, est-ce que ça suffit? On va dire, est-ce qu'il est possible finalement, en changeant les mentalités, de faire évoluer la décision politique? Et puis finalement, est-ce qu'on ne perd pas du temps en faisant ça? Parce que ça, c'est extrêmement long comme processus. Faire changer les paradigmes, attendre que les nouvelles générations résolvent les problèmes qu'on a nous-mêmes créés ou que nos prédécesseurs ont créés, c'est très long. Et la biodiversité, quelqu'un avait dit, je ne me souviens plus, mais la biodiversité n'attend pas. C'est-à-dire que les espèces disparaissent et finalement, en faisant ça, est-ce qu'on ne se cache pas derrière une facilité? C'est-à-dire de dire, bah non, attendez, on a tout mis en œuvre, regardez. C'est un peu d'ailleurs, le plan Ecophyto a été cité, mais je pense que c'est un exemple aussi qui est emblématique. Le plan Ecophyto, donc, lorsqu'il a été mis en place, il avait effectivement un objectif, réduire de 50% les pesticides à l'horizon 2018. Cet objectif a disparu, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. La réalité économique s'opposait aux valeurs que portait le plan, qui sont des valeurs qu'on doit soutenir, mais la réalité a fait que finalement on a enlevé cet objectif chiffré. Et puis finalement, on se rend compte que le plan a relativement échoué. Et c'est là, je pense, qu'il faut reporter l'affaire sur la responsabilité. Le plan Ecophyto, pour reprendre cet exemple, il y en a d'autres, c'était 41 millions d'euros par an. À présent, c'est 71 millions d'euros par an. C'est quoi la responsabilité de ceux qui portent le plan Ecophyto lorsqu'ils admettent qu'ils ont échoué à faire changer les pratiques agricoles? Que peut-on faire avec 71 millions par an d'euros? C'est énorme en fait. Si on avait une vraie volonté politique de mettre ces 71 millions d'euros par an pour le changement, pour accompagner le changement des agriculteurs par exemple, je pense que ça fonctionnerait. Si on avait la volonté de mettre ces 71 millions d'euros pour développer les filières biologiques ou les filières agroécologiques, voire permaculturelles ou biodynamie, ça marcherait. Mais c'est pas ça qu'on fait en fait. C'est pas ça qu'on fait. On conforte le système et avec cet argent, on essaye de contenter tout le monde. Puisque le plan Ecophyto, il y a à nouveau une gouvernance grenellienne et donc on est à nouveau avec des dialogues d'acteurs et des choses qui finalement ont du mal à avancer et ont du mal à évoluer dans un sens qui serait le sens du bien public et du bien commun. Voilà, donc ça c'est dommage, mais je pense tout de même qu'il ne faut pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que même si du côté de la sphère politique, c'est quand même assez compliqué, je pense que ça évolue. On l'a vu puisque la FRB a interrogé il y a 15 jours les candidats à l'élection présidentielle et on a vu que le lendemain de cet événement, le programme d'un des candidats, Emmanuel Macron pour ne pas le citer, avait finalement produit sa fiche biodiversité. Donc ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'on peut réussir à faire
évoluer les mentalités et à faire prendre conscience en fait les politiques, et que ça soit des enjeux qui soient portés finalement dans leur programme et qui soient portés dans les actions qu'ils mèneront plus tard si ces gens-là sont élus. Donc je pense que ça c'est important. Et il ne faut pas baisser les bras aussi pour une deuxième raison, c'est que je pense que dans la société civile évolue. Elle évolue sans doute beaucoup plus vite que les politiques. Hein. Elle évolue pourquoi ? Parce que justement on arrive à faire passer les informations. Et ça c'est grâce aux scientifiques, c'est grâce aux associations et c'est grâce à des mouvements de citoyens. Voilà. Mais c'est aussi grâce à toute cette mouvance autour de l'écologie scientifique. Et je pense qu'il faut continuer. Et qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de rester passif face à ce mouvement qui monte et qui va finir par faire changer les choses. Hein, on le voit alors dans la société civile, les citoyens, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mouvements citoyens, mais il y a aussi les mouvements d'entreprise. Et on le voit, les entreprises sont de plus en plus sensibles à la biodiversité et vont de plus en plus aller dans le sens d'une prise en compte de la biodiversité dans leurs actions, ou tout au moins d'une conscience qu'il faut aussi qu'elles protègent la biodiversité. Et ça, je pense que c'est très positif, qu'il faut accompagner ça, qu'on accompagnera ça également en actionnant des leviers pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il ne faut plus penser qu'avec le seul fait scientifique, on va réussir à faire changer les choses, mais il faut aussi regarder la sociologie des organisations. Il faut faire intervenir, comme on l'a dit, les économistes, les juristes, pour que tous ces gens-là, ensemble, nous expliquent pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des freins au changement, pourquoi et comment lever ces freins au changement. Voilà. Donc je voulais terminer par ce message un peu plus optimiste. Je sais que j'étais un petit peu longue. Désolée. Pas du tout. Merci beaucoup. Donc après le système complexe qui était présenté dans le premier dialogue, on a une solution complexe, mais espérons qu'elle soit toujours là. Je vais laisser la parole à la salle, parce que je ne vous ai pas trop laissé la parole la dernière fois. Bonjour, je m'appelle Garmirian, je suis responsable de plusieurs associations qui traitent de l'environnement sur le département des Hauts-de-Seine. J'étais autrefois universitaire. J'ai beaucoup apprécié vos interventions parce qu'elles situent effectivement très précisément le problème actuel. Alors, je suis dans un département, évidemment, je parle d'un département, je veux dire, un peu exceptionnel en France. Heureusement, tous les départements ne sont pas pareils. Mais voilà ma question et ma proposition. Je pense qu'aujourd'hui, la question principale, c'est de voir comment il est possible de faire évoluer le processus au niveau de la société civile dont parlait Madame Soubellec. Elle a tout à fait raison. Et cette société civile, à mon avis, est beaucoup plus en avant. C'est pas qu'elle est en avant des politiques, c'est qu'elle traite, elle pense aux vrais problèmes, alors que les politiciens, excusez-moi, aujourd'hui, démontrent chaque jour ce qu'il advient de leur profession de foi, etc. Donc, ma préoccupation, c'est de tenter une expérience sur une commune, et une commune particulièrement difficile. Je ne la citerai pas maintenant, mais je pense que c'est possible. Et en particulier, j'ai noté dans vos papiers de l'IDRI cette idée de lancer un agenda 2030. Et je pense que c'est une très bonne idée. Parce que finalement, on a décrié, même au niveau associatif, beaucoup ces agendas, mais finalement, c'est un point de repère. Et ça me paraît extrêmement important. Et en particulier, quand vous parliez du point zéro, précisément, là, justement, il faut que dans ces agendas apparaisse un point zéro qui ne soit pas simplement 5 ans en arrière. Donc, comment peut-on faire pour associer, dans un processus qui serait de conférence, de dialogue? Alors, c'est très ingrat dans une commune, il faut savoir. On peut déranger quelqu'un et on aura dans l'assistance 10 personnes. Mais la fois d'après, il y en aura peut-être 500. Donc, comment mettre en place, avec votre appui, et avec des universitaires compétents, et des universitaires surtout, qui sachent dialoguer avec un public qui est souvent, excusez-moi le terme, un peu basique. Mais c'est important, parce que c'est eux qui, finalement, sont les meilleurs leviers. Et donc, voilà, ma question, elle est celle-là. Comment mettre en place une expérience sur une commune pas loin de Paris, où le déni dans ce domaine est quasiment à 100%. Voilà. Je vous remercie. On va prendre une deuxième question et faire une réponse combinée. Oui, bonjour. Mathieu Autier, Observatoire Pélagis, CNRS, Université de La Rochelle. Alors, j'aurais une question un peu iconoclaste, qui est de savoir quel est exactement le rôle du scientifique. Parce que si je comprends bien les interventions, on a quand même
un rôle très technicien qui est assez extérieur et on voit notre input dans les discussions. Mais est-ce que, en tant que scientifique, on est aussi prêt à aller aux tables des négociations pour discuter de ce que nous on voit comme vision de la société, c'est-à-dire sortir de notre rôle un peu d'expert pour dire aussi, en tant que citoyen, ce que l'on pense. Et comment est-ce que cela est possible, et est-ce que ce sera aussi bien perçu, ou est-ce que c'est quelque chose qui veut dire que l'on sacrifie notre neutralité ? Est-ce que, en fait, dans les interventions, j'ai pas l'impression que ce soit très clair là-dessus, mais quel est le rôle exact du scientifique dans la société actuelle ? On parle beaucoup dans les deux interventions là, de production de connaissances. Ce que j'entends, moi, ce qui m'inquiète beaucoup à l'heure actuelle, c'est plutôt de savoir, en fait, la production du savoir. On peut dire aux gens ce qu'ils doivent connaître, mais est-ce qu'ils le comprennent ? Est-ce qu'ils le savent réellement ? Et est-ce que demain, ils se souviendront de ce qu'ils ont connu la veille ? C'est quelque chose dont je me pose. C'est une question que je me pose. Comment produire réellement du savoir et de la compréhension au niveau de la société ? On va répondre donc aux deux interventions. Qui veut commencer ? Je veux bien commencer. Alors, je vais répondre d'abord à la première question. Enfin, je vais essayer de tenter de répondre à la première question. J'ai évidemment pas toutes les réponses. Bon, moi, je pense qu'il y a déjà des expérimentations qui sont conduites en collaboration et en co-construction entre les scientifiques et la société civile, notamment les communes. Et donc, sur des territoires, c'est très bien réalisé. On peut penser aux zones ateliers du CNRS, par exemple, et ce n'est pas les seuls, qui associent très largement en fait, la société civile à la co-construction des projets de recherche et qui permettent ensuite d'apporter des réponses. Donc ça, je pense que c'est toujours possible de le faire, y compris dans les Hauts-de-Seine. Et qu'il ne faut pas s'empêcher d'aller voir, finalement, de solliciter la communauté scientifique pour essayer de construire un projet. Mais bon, je n'ai pas d'idée là actuellement comment vous pouvez faire vous concrètement, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à entamer un dialogue avec quelques scientifiques qui vous paraissent adaptés à votre projet. Parce qu'il n'y a que comme ça en fait, qu'on réussira à faire avancer les choses. Et lorsque j'ai été au ministère de l'écologie, pas plus tard que la semaine dernière, donc vous voyez, c'est très récent, en fait, nous, à la direction de la recherche du ministère de l'écologie, on faisait ça. C'est-à-dire qu'on avait des programmes de recherche qui, pour la plupart, avaient une vingtaine d'années et pour lesquels une des conditions pour être financé, c'était la co-construction avec les acteurs. Et d'ailleurs, il y avait un comité d'orientation du programme de recherche qui permettait de sélectionner les projets pour lesquels la co-construction semblait pertinente et pour lesquels les résultats... voilà. Et en fait, ce qu'on se rend compte par le biais de ces programmes de recherche, c'est que lorsqu'il y a co-construction sur le territoire où a lieu le projet de recherche, en fait, il y a un niveau d'intégration des connaissances scientifiques acquises, et y compris des connaissances scientifiques plus larges, qui est très bon. La difficulté, c'est les autres territoires. Alors les territoires adjacents, l'information percole, mais par contre, au niveau national, c'est vrai qu'on avait du mal à avoir ce même niveau en fait, d'intégration, et du coup, ça pouvait servir d'exemple, mais souvent ça s'arrêtait là. C'est-à-dire ça servait d'exemple et ce n'était pas reproduit ailleurs. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça peut être dommageable, il y a encore sûrement à travailler. Et donc pour rebondir tout de suite sur le rôle du scientifique, moi je pense que le scientifique a effectivement un rôle à jouer, mais qu'il n'est pas tout seul à devoir jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que le scientifique, il produit de la connaissance, et qu'ensuite, cette connaissance, pour qu'elle puisse passer, pour qu'elle puisse être compréhensible, audible, il faut qu'elle soit digérée, en fait, en quelque sorte. Certains scientifiques arrivent bien à le faire, mais il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à simplifier, et ça, c'est pas toujours simple, parce que du coup, on dit je suis plus exact, donc je ne dis pas. Je préfère ne pas simplifier, je préfère rester dans ma complexité. Ça, je pense que c'est une erreur, mais si, c'est peut-être pas aux scientifiques de le faire, ça. Hein, donc il y a des journalistes scientifiques qui sont tout à fait adaptés, on a des organismes aussi, la FRB en est un exemple, hein, qui sont capables en fait de prendre cette connaissance scientifique et de la vulgariser, de la généraliser, quitte à faire des approximations, parce que je pense qu'on en est là, pour faire passer un message. En fait, là, l'objectif, c'est le message. Il ne faut pas que le message soit basé sur de la fausse science, ou je ne sais plus quel terme avait été employé aux interventions précédentes, c'était assez intéressant, pour qualifier la science, partisane ou pas, mais dès lors... Vénal, voilà, c'est ça, c'était très bien, j'ai bien aimé. Mais dès lors que c'est basé sur de la bonne science, pour moi, je pense que la simplification et la généralisation aux fins de pédagogie est nécessaire. On ne peut pas faire passer un message scientifique complexe, c'est déjà très compliqué. Et si on s'empêche de faire passer ce message scientifique, finalement, il n'y a rien qui passe. Et donc, je pense que le scientifique, là, il a un rôle à jouer. Je vais peut-être essayer de compléter sur cette deuxième question, parce que je suis navrée, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter sur les questions
de la société civile dans les villes. En fait, j'espère avoir été claire sur le fait que justement ce que j'essayais de montrer avec mon exemple, c'était que le rôle du scientifique n'est pas uniquement de produire une connaissance fiable et de la publier dans des revues scientifiques, mais au contraire, c'était de formaliser ou en tout cas repérer le système d'action et de décision dans lequel il se trouve pour faire en sorte que ces connaissances s'imposent dans le débat et soient prises en compte dans les décisions. Et donc, évidemment, ça ne passe pas uniquement par l'écriture de publications scientifiques. Et là où je suis peut-être en désaccord avec vous, c'est que quand vous dites ce n'est peut-être pas le rôle du scientifique, mais il y a peut-être des traducteurs, tous les métiers d'interface en fait entre la science et la politique. Je pense que ça mérite une réflexion un peu au cas par cas et que parfois c'est le rôle du chercheur lui-même d'aller porter sa connaissance. Alors il y a il y a des dispositifs qui existent. En France notamment, il y a une multiplication des interfaces sciences et politiques. Donc voilà, il y a il y a la FRB avec son conseil scientifique, son comité d'orientation, enfin il y en a des tonnes comme ça. Et ce rôle d'expertise est clairement une forme d'action que peut jouer le scientifique. Alors évidemment, en tant que scientifique, on ne va pas aller faire des recours juridiques. Là, c'est pas son rôle, oui. Mais il y a d'autres formes, il y a énormément de formes d'action qui sont possibles pour le scientifique et qui sont, s'il le souhaite lui, à sa portée en tant que porteur de ses propres connaissances dans le débat, quoi. Et pour moi, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de science il n'y a pas de science neutre, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où on est chercheur, on est investi aussi dans ces objets et ces connaissances. Merci beaucoup. J'ajouterais éventuellement, et vous l'avez un peu soulevé, le rôle de l'éducation et de l'enseignement, et donc peut-être le rôle des enseignants-chercheurs et de l'université au sein de ce débat. Donc ça pose aussi la question de la temporalité. C'est peut-être sur une temporalité à long terme qui ne converge pas avec la question d'urgence dont parlait Lucille Schmitt ce matin. Oui, merci. Alors c'est une question ou un commentaire qui... Non, mais je vais essayer de reboucler. Non, je voulais vraiment faire un commentaire tout à l'heure. La coordination du scénario de l'association Négawatt, donc scénario de transition énergétique par l'ensemble des questions agricoles et sylvicoles, un scénario qui s'appelle After 2050, qui développe un peu la même approche. Avec cet exercice prospectif qui se veut complètement inclusif de l'ensemble des problématiques de la société, des modes de production et de consommation à travers un scénario comme celui-là est bénéfique du point de vue de la biodiversité. Incapacité d'objectiver et de quantifier l'impact positif sur la biodiversité. Ou ne manque pas comme indicateur sur la difficulté à long terme. Lucien Chabasson disait ce matin que les objectifs à long terme, ça peut être une forme de déresponsabilisation. Image désirable à long terme avec une trajectoire pour l'atteindre, mobilisateur à court terme. Mais dans le domaine de la biodiversité, levier pour faire de la biodiversité quelque chose de complètement intégrateur. Les systémiques et pas seulement de manière locale. Alors une
possibilité que peut-être à la discussion qu'on vient d'avoir, c'est une entrée par la question du paysage. Il y a un collectif de paysagistes qui pose d'abord que le paysage, c'est pas le en soi quelque chose qu'une collectivité concernée doit penser, et c'est, je pense, vraiment d'agréger un intérêt local et une implication dont vous parliez. Donc voilà, c'est une... Réponse tout de suite parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Si vous voulez... Vous auriez mieux fait. Franchement, c'est pas une question facile. La question des indicateurs, c'est extrêmement complexe. On peut... pour lequel on peut faire de belles courbes en voyant que les émissions de CO2 augmentent. Et finalement, c'est sur cet indicateur que les décisions... projet de recherche au sein des programmes dont je parlais précédemment au ministère. Il y a de nombreux projets de recherche plutôt à des écosystèmes, on va dire, mais déjà avoir un indicateur par écosystème en disant quel est le niveau de dégradation, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et qui sont concernés, en fait, une action peut tout à fait être positive pour une espèce ou un... en agriculture, et c'est vrai que la haie, tout à la fois, c'est un abri pour un certain nombre d'espèces, en implantant des haies, je vais donc favoriser par exemple un certain nombre d'espèces, et notamment quelques papillons, mais certains autres vont être bloqués. C'est extrêmement compliqué et délicat, et je comprends votre problème. Malheureusement, je ne suis pas sûre que les scientifiques qui sont... Une dernière question, il nous reste vraiment 2 minutes. Ça sera très rapide. C'est juste une réaction à ce... La démarche de recherche, ça s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il s'agit d'une recherche faire avancer la connaissance. Et derrière cela vient un processus qui s'appelle l'expertise et qui est appuyé sur la meilleure... C'est faire avancer la connaissance, produire la meilleure connaissance disponible pour l'autorité publique, pour des activités de vulgarisation, de médiation scientifique, etc., ou pas. Mais on est déjà sur... aller aussi vite quand on parle de fongibilité des faits et des valeurs, comme vous l'aviez fait la première fois et comme vous l'avez refait une deuxième fois, si j'ai... Enfin là, on est un peu avis contre avis, quoi. Effectivement, moi... des exemples qui effectivement montrent une certaine perméabilité entre les espaces, l'espace du laboratoire,
Enjeux politiques derrière la définition des programmes scientifiques, derrière l'institution aborder les choses en séparant les entités de la il travaille avec un système de valeurs, un système de légitimité qui va être le sien et qui ne va pas fonctionner de la même manière dans un système. On a besoin de séparer les sphères, mais elles sont toutes évidemment totalement connectées. Merci beaucoup. Donc on va conclure ce dernier dialogue sur une solution donc, qui est présente, en tout cas au moins un début de solution. Pluri-acteur aussi, où peut-être effectivement le rôle de chacun des acteurs est à... Les questions d'urgence dont on parlait tout à l'heure, et la temporalité qui n'est pas forcément la même en fonction des disciplines.